Bonjour les amis, j'espère qu'on aura une bonne connexion pour pouvoir se parler normalement aujourd'hui là. On y va un peu de manière improvisée. La problématique qui s'oppose, que nous rencontrons nous tout le temps, c'est que voilà, il faut dégager du temps pour faire des communications et le temps, c'est ce que nous n'avons pas le plus. Et donc voilà, on va faire ça, on va trouver un moyen aujourd'hui de parler rapidement sur l'actualité de notre pays, l'actualité de l'Afrique, et puis ceux qui pourront éventuellement suivre plus tard, se connecteront pour suivre. On va évoquer ici le procès que la Cour, la Cour des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun veut intenter à certains membres du gouvernement coupables de quoi? Eh bien, coupables de la mauvaise gestion des fonds Covid qui ont fait aujourd'hui qu'on a un État qui est surendetté. Et il se trouve que nous, ça fait plusieurs mois en arrière que nous avons alerté l'opinion sur la dangerosité de la dette addictive dans laquelle nous étions en train de sombrer. C'est-à-dire que nous avons tout un pays aujourd'hui qui fait le siège des marchés financiers internationaux. Mais bizarrement, tout l'argent levé sur ces marchés financiers internationaux ne sert pas à densifier l'économie camerounaise. Au contraire, plus on est endetté, moins il y a des solutions et plus on a un taux de chômage qui est simplement scandalisant. Et à l'époque, quand nous tirions la sonnette d'alarme, nous étions sur un gimmick, on disait attention, attention, il est temps que les Camerounais commencent à poser les bonnes questions aux instances qu'il faut, parce qu'il est hors de question que des dettes soient contractées au nom de générations futures, au nom des générations actuelles, sans qu'on ne voit à quoi servent ces dettes, à qui profitent-elles. Donc à l'époque, quand on a dit ça, on a tout entendu, On a entendu des gens dire ouais, toujours ces mecs-là qui la ramènent, ils se prennent même pour qui. On a eu des fatwas qui ont été lancés sur nous, et des Camerounais qui ont choisi de fermer les yeux, d'autres qui sont pincés le nez et sont restés la bouche close en considérant que ce n'était pas leurs affaires. On leur parlait de sujets trop aériens. De toutes les façons, ces intellectuels-là, ils sont toujours en train de parler, les gens de la diaspora. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et pourtant, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Et quand je dis nous, pour être tout à fait juste, le sujet a été porté par un Camerounais qui s'appelle Henri Hervé Menot. C'est lui, à l'époque, qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a eu un endettement exagéré sur la question du Covid. Par contre, on ne sait pas à quoi a servi cet argent. L'argent est passé où? A fait quoi? Et à l'époque, déjà, on a tiré l'attention des Camerounais sur l'idée que à un moment donné, il faudra rembourser cette dette. Et puis, cette dette, on va pas faire de la magie, on va pas inventer une autre économie. La dette va être remboursée par l'élévation tous azimuts, une inflation qui va frapper le portefeuille des ménages au Cameroun. Nous y sommes. On a entendu parler de cette fameuse loi fiscale qui est en train de faire quoi? Eh bien, qui va endeuiller les Camerounais. Parce que du jour au lendemain, on s'est levé pour dire on va taxer tout le monde. Donc voilà un État qui ne crée pas un cadre pour que les uns et les autres aient de la rémunération, donc un pouvoir d'achat qui leur permette de pouvoir payer les impôts. L'État ne crée pas ce cadre-là, mais il se lève un matin et demande à tout le monde alors toi tu te débrouilles dans ton système D, il y a tes cousins qui t'envoient l'argent de Paris, souvent pour que tu puisses becter, et ben dans cet argent tu vas devoir nous payer des impôts. C'est juste qu'un scandale, cette histoire, et donc on va en parler là très très rapidement. Je vais convoquer, c'est peut-être pas très courtois, je vais convier, voilà, je vais inviter Henri Hervé Menot, l'auteur donc de cette première plainte-là, qui aboutit aujourd'hui au résultat que nous avions annoncé, qui était que si nous ne réagissons pas en tant que Camerounais pour dire que ça ne peut pas se faire, l'argent du Covid a servi à quoi? Si on voit à quoi il a servi, comment on entend le rembourser? Est-ce que ce sera en faisant payer tout le monde pour un argent dont on n'a pas profité? Nous sommes dans la situation aujourd'hui. Donc il y a Hervé qui appelle, mais je crois que Hervé, il faut plutôt appeler
Il faut appeler plutôt Hervé en, en vidéo directement allez, je vais te rajouter, comme ça, c'est fait. Hervé. Et puis, je t'appelle. Hervé. Hervé, vous êtes connecté. Si vous êtes connecté, appelez plutôt en vidéo directement. Hein, c'est sur le chat, parce que j'ai pas les possibilités de vous joindre. Comme ça, ce serait dommage parce que c'est important le témoignage que vous devez nous apporter là aujourd'hui. Hein, on voit que les choses sont en train de cuire là, comme on dit au Cameroun. Hein, ça cuit là maintenant. Hein, de tous les gens qui disaient que ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent qu'on puisse faire de la gabégie, dépenser leur argent n'importe comment. Eh ben, ces gens aujourd'hui sont face à la réalité des faits. Hein. La réalité des faits, c'est que voilà, ça va être impôt, 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 jusqu'à ce que les Camerounais se suicident. Voilà, c'est ce qui est prévu et ce que nous avions annoncé il y a quelques mois en disant qu'il fallait pas accepter ça. Et malheureusement, nous sommes dans ça. Alors Hervé, je te redemande une fois de plus si tu nous écoutes, de pouvoir plutôt nous appeler. Bon, je vais inviter déjà Armel. Je fais une tentative d'ajouter Armel, comme ça qu'elle nous rejoigne. Et puis on va y aller. Armel, j'essaie de vous rajouter. Donc, alors en attendant que ça marche, pour Armel, qu'on puisse l'avoir avec nous. Armel, Ah, vous m'entendez? oui. Alors par contre, vous êtes à l'envers, je sais pas à quoi c'est dû. En fait, c'est plutôt toi. Ah ouais? Oui. Ah d'accord, d'accord. Oh pardon. Vous savez, nous, on est les vieux de la vieille époque. Hein. Excusez-moi, j'ai dû le faire rapidement à la 642. Je suis en voiture. Ah, voilà. Là, ça va. J'ai dû me garer. J'ai dû me garer. On n'est Oui, pas oui, trop habitué à ces choses. j'ai constaté ça. Voilà. Ah d'accord, donc moi je t'ai vu à l'envers, c'est ça? Oui, là, c'est bon. Ah d'accord. Je Mais demande lui, pardon. Hervé, il n'arrive. Je l'ai Je appelé, demande, là, il m'a dit il va je se demande connecter. pardon. Alors il y a Hervé, voilà. Il y a Hervé qui appelle aussi, donc on l'ajoute. Et puis on devrait y aller. Allô, cher Hervé, vous êtes là? Vous m'entendez? Bon, c'est pas grave, Armel, Hervé va nous retrouver d'un moment à l'autre. Il y a Angèle que j'aperçois qui est avec nous. Bonjour Angèle, j'espère que tout va bien. Donc on va aller très rapidement. Bienvenue à Armel. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, qu'on n'avait pas fait de communication. Bon, faute de temps, hein, et puis aussi la démarche d'humilité qui consiste chez nous à penser que, écoutez, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des choses à dire. Et il faut aussi prendre le temps d'écouter les autres Camerounais. On ne peut pas occuper l'espace discursif tout seul. C'est un manque de générosité, c'est un manque d'humilité. Et donc voilà, c'est important d'écouter aussi les autres, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Armel, vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Hein. Voilà, alors il y a beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps. Je peux peut-être te laisser introduire des sujets qui sont l'objet de préoccupation hein, chez toi. Il y a cette histoire d'impôt là, cet impôt, la taxation pour assassiner quasiment tout un peuple aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup réagir, mais nous étions en anticipation il y a quelques mois en arrière quand on a sonné la sonnette d'alarme en disant toutes ces dettes qui sont prises, tout le siège des marchés financiers que nos gouvernants sont en train de faire, qui va payer ces dettes et surtout que c'est pas des dettes positives, c'est-à-dire que des dettes qu'on prend
pour créer de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ensuite, est partagée. Donc, ça crée de la croissance. Et puis, avec cette croissance, il y a un pouvoir d'achat qui permet de pouvoir, pour certains, réinvestir cet argent dans d'autres pans de l'économie. Bref, qu'on crée un véritable cercle vertueux qui fait que c'est de la dette pour produire de la croissance. Et puis, cette croissance permet d'être redistribuée aux Camerounais et aussi peut-être d'investir dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on en a parlé. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans les conséquences directes de ce que nous évoquions à l'époque. Oui, exactement. Donc, c'est un peu la suite logique, hein. On s'y attendait un peu. Et puis, comme tu dis, on avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, quelques mois, quelques semaines après, nous y sommes et c'est encore le peuple qui trinque. Voilà. Parce que on est rendu à un niveau où on demande à des gens qui n'ont même pas de revenus, des gens qui n'ont même peut-être pas les outils nécessaires pour aller faire des déclarations en ligne. Prenons par exemple ceux qui vivent en zone rurale. Parce que si j'ai bien compris, en fait, on a dit tout Camerounais majeur devrait faire sa déclaration d'impôt. Dans un pays où 80% de la population active, ou même plus, ça c'est au bas mot, moi je pense que c'est même beaucoup plus, est au chômage. On demande aux gens de venir déclarer des revenus. Ils vont déclarer quels revenus? Pour moi, c'est comme quelqu'un disait, en fait, c'est une tactique pour des gens en fait qui sont incapables de conduire un recensement en bonne et due forme. C'est une méthode qu'ils ont trouvée non seulement pour racler le peu qui reste encore à ces pauvres gens, ces pauvres Camerounais, mais aussi pour contrôler la vie des gens, pour contrôler les mouvements des gens. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que ils peuvent mettre dans cette loi des finances que, en fait, si tu n'as pas fait ta déclaration, tu ne peux plus faire tes démarches administratives, tu ne peux plus demander un visa, mais c'est bien trop tard. Parce que la fuite des cerveaux et toute cette hémorragie qu'il y a déjà eu depuis plusieurs décennies, c'est un phénomène en fait dont on va voir les conséquences bientôt. Parce que la matière grise camerounaise, les jeunes Camerounais qui ont été formés sont maintenant allés travailler pour d'autres nations, ils sont allés enrichir d'autres économies et ça va être très compliqué de les ramener à la maison. Donc, c'est une mesure complètement scandaleuse parce que c'est tout. On demande toujours les efforts aux mêmes. On demande toujours aux mêmes de serrer la ceinture, de retrousser les manches. Est-ce que cet État, Armel, est légitime pour demander de l'impôt à des citoyens pour lesquels il n'a pas créé d'activité? Déjà, vous Non, avez mais évoqué tout à l'heure la libre circulation des biens et des personnes qui est garantie par la Constitution. Déjà, ce truc de il faut pour avoir un visa ou pour faire une démarche auprès d'un corps diplomatique avoir son cutus fiscal, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que on n'est pas déjà dans l'illégalité de faire ça, de demander moi, aux... je trouve que c'est illégal parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de circuler, d'aller et venir, de voyager s'ils veulent. Déjà compris, l'État même déjà est hors la loi. Un État qui n'arrive pas à produire des pièces d'identité à des personnes qui ont suivi la démarche, qui ont payé, oui, ces montants scandaleux que nous n'avons de cesse de dénoncer. Et il y a des gens qui ont récépissé depuis 3 ans, certains 5 ans ou 6 mois. Donc, ils n'ont même pas, on n'a pas de pièce d'identité. C'est un État qui est hors la loi. Ce que nous disons, c'est que l'équation est simple. Ceux qui ont vidé les caisses de l'État, c'est à eux de renflouer ces caisses. Il faut qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont volé, qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont pris indûment. Oui, des caisses de l'État. Et deuxième chose, il faut que l'État réduise de manière drastique son train de vie. Parce que c'est un État, en fait, qui vit déconnecté complètement des réalités, qui prive la population de tout et qui mène un train de vie luxueux, onéreux, dans un pays qui est dit pauvre et très endetté. Donc l'État est même dans l'illégalité parce qu'il ne respecte pas la Constitution et parce que c'est complètement
en fait surréaliste de demander à des gens qui n'ont rien, à qui on a tout enlevé, de revenir payer pour ce que vous avez volé. Voilà. Oui, et tu fais bien d'ailleurs de signaler la chose. Et puis, on ne peut pas évoquer l'état de droit à géométrie variable. Quand on a la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'au-dessus de la Cour suprême, il n'y a rien, cette Chambre de comptes qui épingle par plusieurs fois la mauvaise gestion ou les détournements d'argent, notamment dans le cadre du Covid, et c'est là que notre frère Hervé-Henri Menot est très important parce qu'il doit rentrer en jeu. C'est le premier Camerounais à l'époque qui dit non, on a ce rapport, il ne peut pas continuer à prendre la poussière dans un tiroir, il faut le dépoussiérer. Comment se fait-il que la Chambre des comptes, c'est-à-dire c'est un organisme public, hein, épingle 29 personnes de notre gouvernement et il n'y a aucune action judiciaire, il n'y a aucune conséquence qui s'ensuit. Et donc, pas de conséquences qui s'ensuit. Donc, des gens qui ne sont pas vertueux dans leur comportement, hein, donc de gestion des affaires publiques, aujourd'hui se trouvent eux à vouloir donner des leçons aux Camerounais qui, eux, n'ont pas de mandat public, qui sont des gens qui se battent, qui se débrouillent comme ils peuvent pour pouvoir vivre. C'est ça aussi l'autre scandale. Hein, l'autorité respectable, c'est la bienveillance, mais c'est aussi l'exemplarité, Armel. Oui, l'État devrait prêcher par l'exemple. L'État doit être exemplaire parce que si l'État n'est pas exemplaire, alors le ton est donné. La population aussi peut agir par la désobéissance civile, hein, et décider de ne pas obéir à ces instructions-là et faire ce que l'État leur demande de faire. Parce que récemment, le président de la Cour des comptes a donné une interview où il a dit que des poursuites ont été engagées auprès du TCS. Mais le problème, c'est que ça a toujours été trop long, c'est trop laxiste et puis on ne voit pas de résultats en fait palpables. Et beaucoup, si on prend déjà l'exemple de tous ces gouvernements qui sont en prison à Kounéni, parce que c'est des gouvernements entiers, c'est pas que quelques ministres, c'est des gouvernements entiers de ce régime qui sont en prison à Kounéni. Quand on les arrête, on les met en prison et qu'on nous dit parfois qu'ils ont été condamnés à tant nombre d'années, 30 ans de prison, 60 ans de prison et autres. Le vrai problème, c'est que ce qu'ils ont détourné ou alors ce qu'il en reste, rien n'est récupéré. Les biens ne sont pas saisis, les comptes bancaires ne sont pas saisis. Parfois, on nous dit que les comptes bancaires ont été bloqués et après, c'est débloqué. Donc, le problème, c'est que justice n'est pas rendue au peuple camerounais. Nous, aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat pour la justice. Si des gens se sont rendus coupables de malversation, ils ont puisé dans les caisses publiques, on doit non seulement les arrêter, les juger, les condamner, mais surtout récupérer le corps du délit. Il faut récupérer l'argent qu'ils ont détourné. Il faut saisir les comptes, qu'ils soient offshore ou à la maison au Cameroun. Il faut saisir les biens et tout ce qui a été généré par l'argent détourné. Tu fais bien de souligner ça, Armel, hein, récupérer le corps du délit, même si de toi à moi, il va pas rester grand-chose, des milliards et de milliards qui sont... On parle quand même de 42 ans de gouvernance, hein. C'est pas 42 jours, hein. C'est 42 ans de gouvernance. Et quand on voit le train de vie dispendieux de nos frères, là, qui sont dans l'action publique, quand on voit tout ce qu'ils ont pu se constituer comme patrimoine, tout n'est pas visible au Cameroun, ce n'est qu'une toute petite partie qui est visible au Cameroun. On sait aujourd'hui les comptes offshore de la quasi-totalité. Vous avez des ministres du gouvernement qui ont 15, 20 comptes à l'étranger, tous placés dans les paradis fiscaux. Évidemment, le moment venu, de toute façon, quand on sera en situation de décider sur notre pays, nous mettrons en place des commissions rogatoires pour pouvoir, peu importe où est l'argent, ramener cet argent. Et peut-être même s'entendre avec ces États-là qui sont détenteurs de ces institutions bancaires où l'argent est gardé, pour que ce soit un argent qui serve à financer le développement africain. Rendez-vous compte aujourd'hui, vous voyez un pays comme le Cameroun, il a l'opportunité d'être dans le pourtour frontalier d'un pays comme le Nigeria. C'est 200 millions d'habitants.
Le Cameroun produit des denrées. Hein. Nous avons une population, bien que délaissée par les pouvoirs publics, très dynamique. Quand vous voyez ce que font les mamans autour de Yaoundé, dans la zone de Kola, tout le pays étonne. Aujourd'hui, c'est des gros producteurs agricoles, mais ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir écouler leur production. En dehors, donc du coup, on a un petit marché restreint. Hein. La preuve, vous avez, quand vous allez au marché de Mokola et Yaoundé, à 18h, 19h, vous voyez abandonné, hein, là comme ça, dans les étables des marchés, vous voyez abandonner des denrées qui n'ont pas pu être vendues. Pourquoi? Parce qu'on a un marché qui est petit, mais qu'on pourrait élargir en faisant appel aux pourtours frontaliers de notre pays. Et pour ça, il faut que la vitesse commerciale soit garantie. La vitesse commerciale est garantie par quoi? Elle est garantie par la construction d'autoroutes, de voies rapides. Le Nigeria devrait être raccordé au Cameroun par une autoroute à 3 voies, ou plutôt 6 voies, donc 3 voies de chaque côté. C'est pas compliqué à mettre en place, ça. C'est des choses qui se financent peut-être même pas directement avec de l'argent, en partenariat PPTE, avec des entreprises qui viennent faire ça et puis qui se payent, qui se rémunèrent sur l'exploitation. Ça, c'est pas des choses sorcières. Mais je veux dire que cet argent dont on parle là, que ces gens ont stocké à gauche, à droite, avec la complicité des bailleurs, de nos bailleurs de fonds. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas dire que le FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions bretton-woodiennes, depuis des années où ils consentent des prêts au Cameroun, ne se sont pas rendus compte que c'est des prêts qui ne servent pas à construire le développement. Ils savent bien que ça ne sert pas à ça. Et donc, en réalité, ils se font complices d'une mécanique de détournement. À un moment donné, il va falloir qu'ils répondent à eux aussi, hein, parce que en tant que complices, en tout cas dans cette coaction de crimes. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui au Cameroun, où on a une petite minorité de gens qui thésaurisent. Moi, il me souvient d'ailleurs, un de nos anciens, allez, on va pas le citer pour ne pas continuer à fâcher les gens. Hein. D'ailleurs, sur la question de fâcherie, on va parler tout à l'heure, un de nos anciens, qui dans son village avait stocké tellement d'argent et que l'argent prenant de la moisissure, il était obligé de sortir l'argent et puis on l'alignait sur le goudron, biais par biais, et ça faisait quasiment d'un village à l'autre. Oui, mais je vous le dis, c'est des choses qui se passent au Cameroun. Donc vous avez des gens comme ça qui ont le trésorier de l'argent. L'argent en ce moment n'est plus une énergie qui est là pour fluidifier les rapports, régler les problèmes. Ça devient un objet d'adoration. On est en plein dans le satanisme là, cher Armel. Ah oui. Mais oui, en fait, ces gens ont une boulimie de l'argent qui est complètement pathologique parce que tant d'argent amassé, je pense qu'il leur faut 2, 3, 4 vies pour pouvoir le dépenser. Hein. Je ne sais pas s'ils savent que l'argent, c'est juste un outil d'échange contre des biens ou des services et que on n'a pas besoin d'avoir tant d'argent pour être heureux dans sa vie. Voilà. Donc, comme tu venais de le dire, effectivement, c'est de la connivence de la part des bailleurs de fonds parce que le monde aujourd'hui est un village interconnecté. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Même sur place au Cameroun, ils ont des relais, ils ont des représentants, ils savent exactement ce qui se passe, combien les gens vivent dans une paupérisation extrême au Cameroun, dont ils ne peuvent pas faire mine de ne pas savoir que tous ces crédits qui sont octroyés au Cameroun ne servent que à la prédation de ces gens qui sont là, qui n'en ont rien à foutre, en fait, du développement du pays. Il n'y a pas d'infrastructure. Le peu d'infrastructures qui existaient complètement délabrées et à l'abandon. Et voilà. Donc, moi, Il y a notre frère Hervé qui nous rejoint à l'instant, là. Hervé! Bonjour à tous, quel plaisir, quel plaisir! Oh là là! Sacré Hervé Menot, tu es notre héros, tu le sais? Oh, ça me va droit au cœur. Vous savez, quand on pose des actions, on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir sur les... Parce que tu as été, pour ceux qui vont regarder cette communication, Hervé Henri Menot, c'est le premier Camerounais qui s'est levé il y a plusieurs mois à rebours pour dire, mais j'ai vu passer un rapport de la Chambre des comptes qui met à l'index près de 29 membres de notre gouvernement sur la mauvaise gestion qu'ils ont faite des fonds Covid. Qu'est devenu ce rapport?
il a pris sur lui de son temps, aller fouiller, parce que ces gens, ils savent cacher les choses, les vérités au Camerounais, retrouver ce dossier-là, le sortir, le dépoussiérer, et puis venir sur la place publique, dépenser de son argent pour rester en justice, pour dire ça ne doit pas rester, sans suite. Il est le premier Camerounais qui l'a fait il y a plusieurs mois, et suite à cette action, il a entrepris une communication pour dire aux Camerounais, vous avez le droit de faire comme moi, parce que c'est notre argent, c'est un argent qui nous engage, qui a été pris et qui a été détourné, sauf qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus grave qui nous attend. Après ce détournement-là, il va falloir qu'on le rembourse, et je vous préviens, nous parlons d'il y a quelques mois, je vous préviens que tout ça, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre, parce que les prix des denrées, il y aura une inflation qui va frapper les ménages. Tu parlais comme quasiment un prophète, nous y sommes là. Oui. Oui, effectivement, et ça fait très mal parce que on a du mal à se réveiller, à réagir, enfin être proactif, parce que nous attendons toujours être en difficulté pour commencer à rechercher des solutions. L'initiative a été menée, ça va faire 1 an d'ici le 18 décembre. Vous vous rendez compte, ça fait 1 an que cette démarche a été menée en justice. Et nous avons organisé une mobilisation citoyenne pour que beaucoup de gens s'impliquent pour faire davantage pression sur le pouvoir judiciaire pour que cette histoire soit résolue en justice. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir et nous voyons comment même les États peinent de la CEMAC auquel nous appartenons. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, parce que je vous suis depuis le début, l'heure est grave, nous le savons. Mais comment est-ce que nous cherchons à en sortir, collectivement parlant, hein? Parce que bon, les pouvoirs publics, on connaît leur position, on connaît leur gabegie, on connaît leurs erreurs, mais nous leur donnons du pouvoir et de la force par nos inactions appropriées, nos réactions appropriées à la situation. La plainte que j'ai déposée, effectivement, indexée 28 ministres et plus un directeur général, celui de la Caisse autonome. Pourquoi? Parce que vous voyez que les choses se tiennent aujourd'hui. L'affaire Covid-19, les fonds qui avaient été mis à disposition pour ce qui concerne le FMI, c'était 137 milliards de francs CFA pour justement apporter des réponses précises à tous les défis économiques que nous aurions par la suite. Mais ça a été détourné. Oui, ça a été détourné. Ça a été détourné. Le FMI aujourd'hui est au courant de nos démarches, mais comme tu le disais tantôt, il y a une forme de complicité tacite qui soutient ces régimes et qui devrait être mise en lumière pour que les peuples se réapproprient leur nation. Parce que ce n'est pas possible qu'on continue à payer des dettes pour des services publics qu'on n'a pas et c'est le contribuable qui trinque. Ce n'est pas possible dans un pays normal. Comment un appareil judiciaire qui, à partir de sa plus haute juridiction, qui est la Cour suprême, a rendu un rapport qu'elle a remis à ces institutions internationales, personne n'est sanctionné au plus haut niveau. Pour ne rien cacher à nos frères qui nous regardent, même Emmanuel Macron, que nous avons saisi collectivement, il y a quelques mois, il s'est contenté de faire quoi? Il s'est contenté d'annuler une autre dette que le ministère des Finances du Cameroun avait dépêché, les fonctionnaires qu'ils avaient dépêché pour venir recontracter notre dette. Ça a été la seule réaction d'Emmanuel Macron, mais et c'est ça qui est inquiétant. 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 Et figurez-vous que la date de prescription du dossier Covid, selon la loi camerounaise, elle devait arriver à son terme le 16 novembre 2024. Et j'ai pris soin de redéposer 3 nouvelles plaintes pour ne pas éteindre l'affaire en justice contre, cette fois-ci, les 65 membres du gouvernement, tous les députés de la nation et tous les sénateurs. Une plainte déposée auprès du procureur de la République parce que c'est conformément à la loi, c'est lui qui est en charge des dénonciations, des enquêtes liées aux dénonciations faites par des citoyens qui se rendent compte des infractions. Vous vous rendez compte que le procureur, naturellement, devra adresser une correspondance au président du Conseil supérieur de la magistrature et
et lui dire Excellence, nous avons ici 65 ministres qui n'ont pas dénoncé, conformément à la loi, des détournements ou une gestion calamiteuse des fonds Covid, mais ça traîne. Ça traîne. Et j'ai salué le président de la Chambre des comptes, effectivement, pour l'initiative qu'il est en train de vouloir mener, mais je lui ai rappelé quand même que on ne joue plus avec les Camerounais, qu'il fasse très attention. Ça, il faut qu'il se rende compte qu'il doit faire très attention avec le peuple camerounais. Mais parce on peut que, saluer le courage quand même de cette institution. Oui, oui, c'est là plus le courage, sauf oui. que Morgan, ce qui est techniquement un peu vicieux, c'est qu'il prend cette initiative après la date de prescription de l'affaire. Ah Ah oui, ça veut dire que juridiquement, les personnes indexées vont dire, mais c'est trop tard. Vous ne pouvez pas nous poursuivre, même pas au TCS. Est-ce que ça ne doit pas faire partie des crimes où il n'y a pas de prescription possible, imprescriptible? Est-ce qu'à terme, ça ne doit pas faire? Oui. De toute façon, ce n'est même plus possible parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des initiatives que j'ai menées qui font en sorte qu'on parle encore de Covid-19 au Cameroun, du point de vue judiciaire. Ça, ce n'est pas le président de la Chambre des comptes qui va venir se mettre et dire nous allons engager des poursuites. Non. C'est bien mes initiatives du point de vue légal qui permettent encore que même l'État du Cameroun poursuive ces personnes. Ce qui veut donc dire que nous devons seulement continuer dans cette lancée pour que l'idée ou l'intention qu'il a. Et la nuance qu'il faut aussi comprendre, c'est que la démarche que j'ai entreprise ne concerne pas le TCS. Parce que techniquement, il faut comprendre ce qui se passe. Le gouvernement a créé le TCS, sous le chef de l'État, pour que l'État lui-même gère les poursuites. Vous voyez ce que je veux dire? Juge est parti. Oui, juge est parti et puis il sélectionne en fonction des orientations qui ne seront pas nécessairement dans l'intérêt général. Or, on est sur la politisation de l'organe judiciaire. Ouais. Exactement. Or, ma plainte, elle concerne le tribunal de première instance, c'est-à-dire vraiment la première instance en termes de juridiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le détournement des deniers publics que j'ai attaqué. C'est le refus à l'information auquel j'ai droit du point de vue constitutionnel sur la gestion des fonds publics. C'est ça qui rend compétent le tribunal de première instance. Et c'est ça qui gêne le gouvernement. Parce que c'est une initiative citoyenne. Vous voyez un peu la nuance. Parce qu'eux-mêmes auraient voulu gérer, depuis le gouvernement, des initiatives gouvernementales, une condamnation au TCS d'une ou deux personnes. Or, c'est compliqué parce que le TCS ne peut pas résoudre de manière objective des questions liées au détournement des deniers publics parce qu'il y a des implications politiques de très haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit le président Biya, le légaliste? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il me dit à l'envi que le Cameroun est un État de droit. Bon, c'est une question très pertinente, vraiment très pertinente. Mais ce qui me plaît dans toutes ces démarches, c'est qu'elles mettent à nu le double langage. Vous voyez, on nous tient des discours politiques vraiment très, très flatteurs, mais le terrain, la réalité nous dit totalement le contraire. Quand j'ai déposé cette plainte, la première personne que j'ai informée, c'était le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la République. Il a fait un discours de fin d'année, des vœux au peuple camerounais qui allait dans le sens de la justice. Mais vous avez vu que ce dossier a avancé? Non. Les premières réactions du tribunal de première instance ont apparu au mois d'août. Vous vous rendez combien de mois sont passés pour que la présidente du tribunal me dise une irrecevabilité pour défaut de qualité. C'est-à-dire qu'un droit constitutionnel qui vous donne droit à l'information, une loi du Cameroun votée par l'Assemblée nationale qui me donne qualité de m'interroger sur la gestion publique, on me dit que je n'ai pas qualité en tant que citoyen, c'est qu'on est en train de violer l'état de droit. Or, l'état de droit, même s'il n'est pas parfaitement appliqué au Cameroun, c'est ce qui constitue quand même... Violation aggravée parce qu'il s'agit de quelqu'un de dépositaire de l'autorité publique et quelqu'un de la magistrature. De la magistrature. Vous vous rendez un peu compte à quel point ils se dédient, ces personnes-là, ces personnes se dédient. C'est très grave parce que même assumer leurs fonctions, assumer leur rapport, parce que ce rapport provient de la juridiction suprême qui est la Cour suprême. Mais alors, comment ils peuvent pas nier ce rapport? On s'accroche sur un défaut de qualité supposé pour ne pas entrer dans le fond du problème. Comment est-ce que des intelligences qui ont pensé les lois,
qui applique plus ou moins bien les lois au quotidien veut faire semblant de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Il n'est plus possible de faire croire à une catégorie de Camerounais, parce que j'estime que tous les Camerounais ne peuvent pas comprendre les enjeux de toutes ces affaires, de venir nous faire croire qu'on va rester à tourner en rond sur des histoires de recevabilité, irrecevabilité. Ça les décrédibilise totalement, et ça leur démontre que nous sommes en train d'entrer, et ça c'est la nouvelle approche de lecture que j'ai aujourd'hui, dans un trouble à l'ordre public provoqué par l'institution suprême. Ouais, par le gouvernement. Parce qu'ils nous mettent en situation d'insécurité. Ils sont en train de nous dire qu'on ne peut plus compter sur la justice, on ne peut pas punir les plus puissants, on ne peut pas réclamer les fautes commises par ceux qui nous dirigent et ceux qui nous imposent de payer des taxes supplémentaires. Mais on est dans un pays hors la loi. Ils sont en train de consacrer des pays, ou alors de fomenter un coup d'État contre le chef de l'État, tout simplement. Parce qu'il faut qu'on dise les choses de manière crue. Il n'est pas... Oui, Armel. Moi, je dis même qu'on est dans un pays hors la loi, pour moi, c'est un euphémisme. C'est peu dit. On est au Far West. Hein. On est au Far West. On a un État gangster qui est une mafia, en fait, gouvernante qui fait tout ce qu'elle veut, comme elle veut, voilà. Et moi, je ne sais pas pourquoi ils imposent ces lois à la population camerounaise qui n'a de cesse d'encaisser, d'accepter et de plier les chines. Parce que dans ces conditions-ci, avec tout ce qu'on voit, avec l'avalanche de cette pression fiscale et tout ce que le peuple camerounais subit, la moindre des choses serait la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est une attitude citoyenne aussi. C'est une arme à la disposition de tous les citoyens. On doit pouvoir appliquer, notamment concernant cette loi des finances-là et cette mesure qui veut s'imposer à tous les citoyens par un État qui est hors la loi. Donc l'État, il n'y a pas d'État de droit, il n'y a pas de... L'État même viole la Constitution et toutes les règles qui ont été fixées. Ça veut dire qu'il n'y a plus un cadre où tout le monde se reconnaît et qui doit obliger tout un chacun, oui, à respecter des règles pour que la vie en communauté, la vie de toute la communauté camerounaise soit harmonieuse. Donc, il y a une question, moi je veux revenir sur une question que Morgan a posée. Il a demandé où est le président Biya et qu'est-ce qu'il en dit. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas où il est. On ne sait même pas s'il est au courant. Ou de là où il est, on ne sait pas. De là où il est-ce qu'il est intéressé par ce qui se passe au Cameroun? Donc, moi, à mon niveau, j'ai posé cette... Comme on a la chance de vous avoir, Henri Hervé, et que vous êtes plus proche du palais que nous, est-ce que vous avez de nouvelles du président? C'est très compliqué parce que si nous regardons déjà les problèmes de signature qui se posent et tout, bon, on ne sommes pas des spécialistes. Bref, c'est un peu très compliqué. Moi, à mon petit niveau, ce que j'avais fait depuis le mois de juin, c'était d'interpeller le président de l'Assemblée nationale pour déclencher le processus de la vacance de la présidence. Bon, bien sachant que ce n'est pas évident qu'il le fasse, mais c'était une façon de dire le chef de l'État est absent, techniquement absent, physiquement absent. Il faudrait qu'on se rende compte de ça, qu'on cesse de se mentir. Le chef de l'État, il a dit, sous haute instruction, il a dit. Ça se voit qu'à la tête de la nation camerounaise aujourd'hui, il n'y a pas de capitaine. Et ça fait d'autant plus mal au propre système lui-même qu'au sein du RDPC. C'est la panique générale. Ça, il faut se le dire. Nous sommes ici au Cameroun, on voit comment eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'organiser, à nous produire quelque chose. Et je soupçonne ce sommet de la CEMAC qui était aussi entre dans les huis clos. Je suis sûr que ce sujet a été abordé. Ça a été abordé avec ça, c'est sûr. Pour dire, mais on ne peut pas continuer le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on va dire aux Camerounais? Mais moi, je pense que l'IA est déjà à l'œuvre et que va nous servir un truc comme ça. Mais oui, moi, je crois que l'IA est déjà... Enfin, attention, hein. On a appris récemment qu'il y a une colonne de tueurs qui vont être lâchés sur toutes les voies contestatrices qui existent dans le monde. Donc, faites quand même attention. Ça, c'est pertinent. Non, parce que c'est intéressant. On a très peur. Non, Morgane, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très intéressant tout ce qui arrive. Pourquoi?
Parce qu'au-delà des menaces qui peuvent venir, bon, tout le monde va mourir un jour, hein, comme on dit en Russie. Hein, si votre destin c'était de mourir de pendaison, vous n'allez pas mourir d'accident de voiture. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, le truc, c'est que il s'offre au Cameroun aujourd'hui des possibilités que nous n'avions jamais, mais alors jamais eues. Première, c'est que le seul Manitou que le RDPC peut soutenir, c'est le chef de l'État, Paul Biya. S'il n'est pas là demain, toutes ces personnes-là ne valent plus rien dans la République, parce que tout dépend de son décret. Donc, aucune d'elles n'a la certitude, dans les 6 prochains mois, d'avoir la position qu'elle a. Aucune de ces personnes. C'est une opportunité pour les Camerounais. Deuxième chose, c'est que du point de vue international, si vous voyez des sommets comme ceux de la CEMAC et voir tout le FMI arriver au Cameroun, si vous reprenez le rapport de clôture de 2016, c'est les mêmes choses qui sont dites. Parce que la France est dans l'impasse. Elle ne peut plus entretenir l'éléphant blanc qui est le Cameroun. Elle ne peut plus financièrement le faire parce qu'elle-même, sa dette publique est très élevée, une des plus élevées d'Europe. Donc, elle ne peut plus soutenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui se passe à l'international, et les gens ne se sont pas rendus compte, c'est que depuis 2019, très précisément, les institutions internationales, et surtout bancaires, qui tiennent les banques centrales, ont décidé de faire une réinitialisation du système bancaire, du système économique et financier mondial. Et c'est cette mise en place de cette réinitialisation qui crée tous les soubresauts, dont la première action a été le Covid. Parce qu'il fallait déconstruire les économies pour pouvoir faire... Parce que le problème qui se pose au niveau monétaire, c'est quoi? Le grand reset. Le grand reset, voilà. Ce qui se passe, c'est que le système monétaire mondial, dont la technologie qu'on appelle la monnaie, est une forme de religion. Vous voyez, elle est basée sur le crédit, donc credere, croire. Donc, ce système est basé sur ce qu'on appelle au quartier l'usure. Donc, principal plus taux d'intérêt. Ils ont tellement produit de dettes auprès des États, auprès des entreprises privées, et les cabinets d'expertise comptable ont tellement triché sur les bilans des entreprises que personne ne se retrouve plus dans les chiffres. Cette dette n'est remboursable par personne, ni par les États, ni par les privés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconstruire l'économie, soit par les guerres, soit par des crises sanitaires et consorts, pour essayer d'implémenter la nouvelle monnaie de Banque mondiale qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et pour le faire, ils ont commencé à tâter la monnaie numérique avec les bitcoins et tout, pour voir comment réagit le public, pour qu'en temps opportun, quand les consciences seront préparées, on va vous imposer une monnaie qui peut être sous forme de puce au front, au doigt, à l'orteil, où vous voulez. Et comme ça, on contrôle vos finances à partir d'un clic. C'est pour ça que vous avez vu se déployer depuis les débuts des années 2010, tous les concepts de mobile money et autres, parce qu'on passe à la monnaie électronique pour imposer ce nouveau système monétaire. Maintenant, la déconstruction ne marche pas toujours à 100%. Le Covid n'a pas produit les effets qu'ils attendaient. Bon, les différentes guerres se déclenchent à gauche, en Ukraine, vous voyez, en Israël, mais ça ne produit toujours pas les effets. Mais en ce qui nous concerne, pour nos zones monétaires, en plus de ces informations, nous avons encore le CFA qui est une vieille technologie qui ne s'adapte plus. Même la France n'arrive même plus sait même plus quoi en faire. Vous voyez un peu? Donc, ce sont les ouvertures qui nous donnent la possibilité de venir sur une table de négociation avec toutes ces personnalités, avec toutes ces institutions qui ont également besoin des gens d'en face que nous sommes. Même si apparemment on peut être considéré comme les plus faibles. Mais ils se trompent parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, à l'ère du Verseau, qui est fort, qui est faible, alors il faut vraiment se tenir debout. Donc, pour dire que aujourd'hui, avec cette situation, janvier commence, je vous assure, il faudrait que des Camerounais se mobilisent. Il y a une expérience magnifique qui s'est passée en Finlande, je ne me souviens plus l'année, mais c'est au cours des années, début de l'année 2000. La Finlande avait une situation similaire. L'État avait avalisé des privés qui avaient pris des grosses dettes et quand l'État se trouvait en difficulté, a orienté le paiement au niveau des populations. Elles ont refusé de payer et provoqué un référendum dans le pays qui a annulé cette dette auprès des privés. Alors en économie, ça s'appelle la privatisation des profits et la mutualisation des pertes. Exactement. Et c'est comme ça que le système international fonctionne.
Donc, si nous ne comprenons pas ça, on va rester esclaves jusqu'au bout, parce que c'est un esclavagisme qui n'a pas de nom. Vous vous rendez compte que ces institutions financières savent très bien qu'on n'a pas des économies de production. Comment est-ce qu'on veut commencer à rembourser les dettes si ce n'est qu'en puisant dans le secteur informel? Voilà pourquoi les mobile money sont allés dans les secteurs informels. Parce que quand on a mené cette technologie pour le compte de l'État, ils nous ont combattus. Parce qu'on avait une formule pour que l'État soit lui-même propriétaire de sa propre mobile money, pour contrôler ses questions budgétaires. Alors là, ce que tu dis, Hervé, n'est pas rassurant du tout. C'est-à-dire qu'ils vont pensionner dans l'argent du manioc. J'ai d'ailleurs ouï dire, je ne sais pas le niveau, si c'était immutable ou si c'est la réalité, j'ai ouï dire que pour chaque poulet acheté maintenant, l'État prélève 200 francs. Donc vous tuez pour chaque poulet. Exactement. Pour les fêtes de Noël. N'importe quoi. Exactement. Et ils ont des armes répressives parce que du moment où le secteur informel s'est approprié des mobile money, vous vous rendez compte de la puissance de l'État. Ouais. Alors on peut vous couper à tout moment, on peut même vous supprimer vos lignes si vous ne payez pas. Donc ils ont tous les moyens de pression. Donc, sauf vous pouvez faire une recharge de votre crédit et puis on le prélève, voilà. On prélève automatiquement les 200. On prélève automatiquement. Donc l'État peut le faire. Déjà même pour les transferts venant de l'étranger, vous voyez ce qu'ils nous ont imposé comme taxe, ça n'a pas de sens. Mais on paye. Mais pourquoi est-ce qu'on paye? Si au moins le service public suivait, on pouvait comprendre. Mais nous le voyons aujourd'hui. Et ce qui est encore grave, c'est que non seulement les scandales ont augmenté en nombre ces dernières années, mais en plus, vous avez remarqué, depuis 2017, disons 2016, vous avez encore vu des financements orientés sur le Cameroun. Qui finance quoi? C'est fini ça. La Chine, elle a choisi un autre chemin parce que c'est ce même FMI qui allait voir les Chinois en 2016 en Chine pour les faire entrer dans les droits de tirage spéciaux. Pour leur dire, bon, l'Afrique dans laquelle vous voulez venir trop fort, là, nous, on vous offre encore quelque chose de meilleur. Entrez dans les tirages sociaux, comme ça, spéciaux, comme ça, le yuan va prendre une certaine valeur et puis ça a pris une tournure. La Chine a reculé, elle a diminué ses financements sur l'Afrique et particulièrement sur le Cameroun. Toutes les initiatives que le président Biya a menées en Chine, vous avez vu quel résultat? Il a fait venir Barroso au Cameroun pour lever les fonds aussi. Vous avez vu quel argent sorti? Nulle part. Il a payé le président du Conseil italien qui est venu ici pour faire de l'intermédiation à l'international. Vous avez vu 5 francs sortis au profit du Cameroun? Non. Parce qu'on n'est pas une économie de production. Qui va venir s'aventurer dans un pays où la justice ne peut garantir, sécuriser personne, où le chef de l'État a déjà atteint un âge où ça peut basculer à tout moment? C'est du pipeau qu'on nous vend. C'est du pipeau. Et il y a même autre chose que vous releviez tout à l'heure, que tu relevais tout à l'heure hors antenne, c'est cette œuvre de manipulation. On joue un peu avec les esprits parce qu'on essaie de faire croire qu'au Cameroun, les Camerounais ne payent pas les impôts, ce qui est faux, puisqu'il y a l'impôt indirect qui s'appelle la TVA, qui est justement par chaque Camerounais. C'est pertinent, Morgane, c'est pertinent. Et c'est pour ça que nous disons que nous ne sommes plus à l'ère du développement. C'est des concepts d'abord qui ne sont pas des concepts africains. Le concept de développement est arrivé en 1945 par les Américains quand ils ont gagné la guerre. Et ils se sont dit, bon, on n'a jamais eu des colonies, il faudrait qu'on amène un concept pour pouvoir avoir un pied sur le pays en voie de développement. Mais en fait, nous sommes à l'ère des renaissances. Voilà le plan Marshall. Il fallait inventer un genre de plan Marshall pour l'Afrique. En fait, nous sommes à l'ère des renaissances. Et qui dit renaissance dit alternative. Donc, le modèle fiscal qu'on appelle impôt aujourd'hui, c'était justement organisé par les banques centrales pour pouvoir piocher de l'argent des contribuables, pour se faire payer quand ils mettent la corde au cou. Il y a des systèmes alternatifs qui ne demandent pas ça. La TVA à elle seule est un impôt qui permet de financer toute une économie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir encore l'IPP, ou vous appelez ça comment, l'impôt sur les on voit ce qui se passe au Burkina Faso. Dans les pays de l'AES, ils sont aujourd'hui en train de financer le gros des constructions d'infrastructures de leur économie avec de l'argent local, sans recourir à l'emprunt dans les marchés financiers internationaux. À l'emprunt dans les marchés financiers, parce qu'effectivement, il y a des alternatives. La preuve, il y a le docteur Dieudonné Somba, avec qui j'ai eu à travailler dans les années 2014-2015, sur le concept de monnaie binaire. Ce qu'il dit est pertinent. Et ne serait-ce qu'au niveau du CFA, on devrait avoir un CFA local. Imaginez quelqu'un qui gagne un marché, une entreprise étrangère. Mais si elle veut du sable, c'est au Cameroun qu'elle va trouver le sable. Et le sable, on l'achète avec le CFA local. On n'a pas besoin de l'euro pour acheter le sable au Cameroun. Vous voyez pourquoi les projets immobiliers, par exemple, au Cameroun n'ont jamais prospéré? Parce qu'on ne peut pas financer l'immobilier avec la devise étrangère. Ça veut dire que c'est eux qui sont propriétaires de nos appartements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les solutions sont là, mais comme le docteur Essomba disait, ça a été botté en touche à la présidence de la République.
Et il a été même justement très vite éconduit. Vous savez qu'il allait en retraite anticipée, simplement parce qu'il a Ah, porté ah ce bon? projet. Il est Ah bon? Oui, maintenant. quand je le connais, quand je le connais, justement, on venait de le mettre en complément d'effectifs au Minepat. Il était dans toute sa frustration. C'est pas aujourd'hui qu'on essaie de le remonter en le faisant passer sur les plateaux de télé, mais on a broyé sa carrière. Il avait rencontré le JICAM à l'époque. Le JICAM était d'accord avec cette histoire de monnaie binaire, mais on a tout de suite éteint ça. Vous voyez un peu? Donc, ce ne D'accord. sont pas les initiatives qui ont manqué aux Camerounais. Donc, c'est l'équipe dirigeante qui veut seulement conserver le pouvoir, conserver pour conserver, mais n'a pas de projet pour le Cameroun. Parce que s'ils en avaient un, ils devraient prendre en compte tout ce que les experts camerounais ont mis sur leur table. Oui, des gens comme toi et bien d'autres. Malheureusement, on a ce pouvoir. Bon, quand on va le dire, les gens vont encore crier. C'est un système qui est luciférien, hein, donc il faut pas s'attendre à ce que qu'il soit producteur de moindre progrès, de moindre Ouais. bonheur. C'est pas du Tout à tout, fait. Il faut vraiment s'en rendre compte. c'est pas du tout Ça, dans c'est leur vrai. agenda. Alors, Armel, on fait quoi là, hein? On laisse les Camerounais payer ou qu'est-ce qu'on fait? Non, Parce mais les que Camerounais n'ont pas à payer. Déjà, la TVA, il a parlé de la TVA tout à l'heure, c'est l'impôt le plus injuste qui existe, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, parce que un impôt, en fait, qui est uniforme, tout le monde paye pareil, tout le monde n'a pas le même niveau de revenu. Puis encore dans un pays polarisé comme le nôtre, où on a cette oligarchie qui capte tout, qui détourne tous les budgets, qui a des salaires faramineux et tout. Donc, ces gens-là payent la TVA au même titre que la ménagère, les plus de 80% de Camerounais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus. Et c'est complètement injuste. Moi, je redis, je suis d'accord avec notre sœur aussi qui l'a dit et d'autres, Corinne et les Camerounais doivent opérer, adopter la désobéissance civile. Voilà. Ils doivent décider de ne rien, personne ne déclare rien, on ne paye rien. Parce que l'État même est hors la loi. L'État même, les hauts fonctionnaires détournent tous les budgets. On a vu leur salaire, il y en a qui touchent 30 millions de francs CFA dans un pays pauvre très endetté. Ils touchent tous ces salaires, des dizaines de millions, à ne rien faire parce qu'on ne voit pas de résultats. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de service public, il n'y a rien. Rien ne va au Cameroun. Moi, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que moi, je n'ai jamais vu un pays au monde dont on ne parle qu'en termes négatifs. Rien ne marche au Cameroun. Donc, à partir de ce moment-là, puisque l'État est voyou, il est comptable de rien, un État torsionné même en plus, mais les Camerounais doivent en fait adopter une posture conséquente par rapport Tout à à ce fait. que l'État fait. Voilà. Tout à fait. tout à fait, tout à fait. Il faut équilibrer la terreur. Il faut équilibrer la terreur. Nous le disons depuis plusieurs mois aujourd'hui. Bon, on était vus comme des doux rêveurs. J'avais même des gens qui disaient ouais, c'est entre eux et tout et tout. Vous savez, Luther King, Martin, disait que une injustice où qu'elle se produise est une menace pour la justice partout ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'il faut pas laisser à partir du moment où elles portent des germes d'injustice. Il faut s'indigner. Et puis voilà, s'il y a quelque chose à faire, le faire. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux quand il s'agit de certaines personnes en considérant que bon voilà, c'est eux et ça peut pas être nous. Hein, parce que quand on fait ça, on entérine de fait que demain on soit aussi l'objet de ces gestes d'injustice. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on est on a la lecture de l'heure là, hein, pour parler comme au pays. Ben oui, C'est en longtemps train de qu'on lit tacle, là. comme on dit au Cameroun. Hein. Donc, on a la lecture de l'heure. Et donc, comme ça tacle pour tout le monde, les gens vont surveiller, comprendre qu'on ne peut pas continuer. Nous, quand on disait ici, il y a plusieurs mois en arrière que on n'est plus dans un état de droit, c'est une mafia qui est installée au Cameroun. Beaucoup de gens ne comprenaient pas, mais on a vu de nombreux cas de justice entre-temps. Des gens qui sont enlevés, des gens qui sont pris par la gendarmerie du jour au lendemain, gardés de manière complètement indue, hors cadre judiciaire, et puis les gens se
rendre compte de ce que nous disions. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui que les uns et les autres tirent les leçons qu'il faut. Hein. On est tous touchés parce que les gens diront ah non mais vous êtes là-bas de l'autre côté. Ils oublient que le panier de la ménagère est financé par l'argent de la diaspora, hein, Ah entre oui. autres. Hein. La sécurité sociale du Cameroun aujourd'hui est portée par les fils du Cameroun qui vivent à l'étranger. C'est eux qui ont le pouvoir d'achat et qui ne peuvent pas rester indifférents aux nombreux appels quand il y a des malades, quand il y a des gens qui n'ont pas mangé, quand il y a des scolarités à payer. C'est cette diaspora qui paye. C'est-à-dire quoi, la sécurité sociale du Cameroun aujourd'hui, elle est portée entièrement, en tout cas en grande partie, par la diaspora. Si on considère les chiffres que nous avons, les chiffres sont lesquels? Une population de presque 30 millions d'habitants. Sur 30 millions d'habitants, on a à peine 1 100 000 qui ont un salaire tous les mois. Hein, c'est des chiffres que je vous donne là, officiels. 750 du secteur public, 750 000 du secteur privé et 324 000, je crois, du secteur public avec l'armée compris. Donc les 29 millions, ils vivent comment? C'est-à-dire qu'il faut à peu près que chaque Camerounais, chacun de ces 1 million, ait à sa charge 30 personnes pour que le pays puisse en sortir. Donc vous voyez, Ouais. c'est juste pas tenable. On est dans un truc, dans une équation d'où personne ne sortira vainqueur. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de commencer à réfléchir. Sérieusement, à l'époque, quand on appelait à l'insurrection, c'est pas qu'on n'aime pas notre pays, mais justement, c'est parce qu'on l'aime. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les schémas, vous avez des jouisseurs qui sont habitués à tondre la laine sur le dos de la bête. Ils vont pas renoncer à ces, oui, ils vont pas renoncer à ces privilèges là. C'est pas demain, ne comptez pas sur eux. Donc il va bien falloir trouver un moyen de mettre un terme à ce qui se passe. En tout cas, Armel, moi je te dis merci. Tu as évoqué aussi ici il y a quelques mois en arrière la question de ces églises opportunistes, si on peut appeler ça comme ça, aujourd'hui, qui profitent du malheur des Camerounais pour abuser, pour faire des abus. J'ai vu que ce gimmick là en train d'être repris en cœur par certains membres du gouvernement du Cameroun, ils ouvrent les yeux finalement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Hein? enfin, je sais J'ai pas, peut-être entendu c'est maintenant qu'ils quelqu'un du réalisent gouvernement dire qu'il a... il réalise en fait qu'il y a des questions importantes qui relèvent de son département ministériel, mais je pense même qu'avant de s'occuper des églises, il ferait mieux déjà de déployer les ressources de son ministère pour aller libérer le sous-préfet qui a été pris en otage depuis le 1er octobre 2024 à Idabato. Oui. Donc, parce que, en fait, on a l'impression que cet État tortionnaire n'a de force et de zèle que pour mettre la pression sur la population, pour pourchasser des Camerounais ordinaires le plus et faible. ne jamais s'occuper, en fait, des vrais sujets qui sont sur la table. Voilà. Donc, moi, je pense que M. Atangandji ferait mieux de s'occuper des vraies questions qui concernent son ministère. Et là, maintenant qu'il est en train de mettre la pression sur les associations et les ONG, soi-disant qu'elles menacent la stabilité mais le Cameroun est instable depuis longtemps. Le Cameroun n'est pas un pays stable. Donc, il faut arrêter. En fait, le cœur des problèmes même qui s'opposent au Cameroun est sécuritaire. Les problèmes sont d'abord sécuritaires et donc relevant du ministère de l'administration territoriale. Et à ce sujet-là, on n'entend pas ce monsieur. Tout ce qu'il sait faire, il est spécialisé que dans des frasques pour faire des sorties indignes et ridicules, comme on a encore vu ces derniers temps. Donc, moi, je conviens avec Maître Assira, un avocat au Cameroun, je pense qu'il a Douala, qui disait qu'on ferait mieux de s'intéresser à la psychologie et à faire une psychanalyse de ce monsieur parce que son comportement porte vraiment à les germes d'une pathologie. Mais oui, ça c'est complètement pathologique. Oui, bah écoutez, ce qu'on peut retenir, c'est que l'heure est à la dépression. Hein. J'entendais Corinne, dont tu parlais tout à l'heure, JL, pardon, à Tangan,
qui disait quasiment qu'elle est en état de dépression aujourd'hui quand on regarde un peu ce qui se passe. C'est pas que son cas elle seule, hein, Corinne, c'est le cas de plusieurs Camerounais qui sont patriotes, amoureux de notre pays et qui désespèrent de le voir sombrer hein, comme ça, sans pouvoir rien faire. Mais je pense que les choses ont commencé. Moi, ma conviction, je te le dis, et elle repose peut-être sur des ressorts que je ne peux pas toujours avouer, mais ma conviction, c'est qu'il va faire beau. Hein. Il fera beau au Cameroun Bah, il bientôt. faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse beau très bientôt parce que Oui. franchement, comme même moi-même, moi j'avoue, hein, moi je suis traumatisée par cette situation qui me taraude tous les jours, toutes les nuits, même à longueur de journée parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec notre pays et je me dis, plus tôt ça s'arrêtera et mieux ça sera pour chacun de nous. Alors, on va devoir se quitter, hein, parce que il faut Oui. continuer à courir. Merci, cher Amel, d'avoir trouvé quelques minutes pour qu'on échange. Merci à notre frère Hervé Henri Menot, le premier qui a sonné le tocsin à l'époque sur la question de cet argent qu'on ne fait que prendre. Vous vous rendez compte, c'est un peu comme si vous allez dans la tontine, vous ne faites que prendre des crédits, sans aucun plan pour rembourser ces crédits. Et après, quand vous êtes Oui, assommé de crédits, vous venez faire rembourser les crédits à d'autres personnes. c'est Ça ça. ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer en trouvant des stratagèmes, tout type de stratagèmes, l'impôt par-ci, les faux concours organisés de l'autre côté, où on vous dit les frais de dossier pour les concours, on va retenir personne, c'est 25 000. Donc on prend à des pauvres gens, 25 000 quoi, quasiment les 3/4 d'un SMIC au Cameroun, c'est ce qu'il faut payer comme dossier, dans des concours qui n'aboutissent jamais à rien. Donc on appauvrit davantage les gens qui sont déjà dans des situations de dénuement. Hein, il y a Tanguy Bey qui disait que les Camerounais doivent payer cet impôt jusqu'à ce qu'ils se révoltent et prennent leur destin en main. Ben, oui. Salut Franck Nama, c'est un plaisir de savoir que vous étiez à l'écoute. Alors Corinne, pardon, Armel, si tu n'as pas autre chose à ajouter, on va devoir reprendre congé et puis se retrouver peut-être bientôt. Dès qu'on a un petit moment, il y a quelqu'un qui écrit, Evodi Baraka, qui dit que certains sont plutôt dans les campagnes tribalistes au lieu de demander aux gouvernants ce qu'ils font de C'est l'avenir de ça, leur pays. Oui. c'est de la Un tribalisme distraction. instrumentalisé, hein, mon cher Efodi, hein, faut pas croire. Hein. Ouais. Tout ça, il y a des marionnettistes dans l'ombre qui instrumentalise ces questions justement pour faire quoi? Pour faire de la diversion. Je vous ai parlé ici de la gouvernance par la diversion. C'est de créer un tas de sujets. Tantôt, c'est des microbes. Hein. On vous fait croire qu'il y a des gens au Cameroun qui peuvent marcher en agressant des gens sans que rien ne leur arrive. Évidemment, c'est fabrication du système pour détourner l'attention des gens vers les sujets sérieux et surtout pour que leur bilan ne soit jamais questionné. Ouais. Merci, cher Armel. Ben, moi, je souhaite beaucoup de courage aux Camerounais, pas les temps qui courent, parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on continue à résister, Mhm. oui, à cette pression fiscale et à tout ce que fait cette gouvernance malveillante et méchante, satanique même. Nous devons continuer à résister et nous devons vraiment rivaliser d'initiatives pour sortir de cette situation parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas accepter autant d'injustices et autant de disparités dans une société qui veut avancer. Oui. Donc, voilà. Et on voit que même la voix des syndicats, de toutes les centrales les syndicales qu'il y a au Cameroun n'est pas du tout entendue. Hein. On a des leaders syndicaux qui essaient de pousser le vibrato depuis de nombreuses années, des gens comme Jules Windbinac qui poussent le vibrato depuis de nombreuses années sur des questions d'injustice, hein, sur le cas de la CNPS avec des pensions. On vote des lois et puis ces lois ne sont tout simplement pas appliquées et de manière dans l'impunité complète et des sociétés, des entreprises comme la CNPS dont vous entendez dire qu'elles vont se porter acquéreurs, elles vont faire des OPA très hostiles sur d'autres entreprises alors qu'elles n'arrivent pas à honorer leurs usagers qui sont leur objet Non, social. mais Voilà. c'est-à-dire, on est dans un truc vraiment incroyable, surréaliste. On est dans l'impasse.
Et le salut ne viendra pour les Camerounais que quand ce régime va tomber et que cette gouvernance va être dégagée complètement. Parce qu'ils ont créé des problèmes tels qu'eux-mêmes sont incapables en fait d'apporter des solutions. Donc la solution, c'est qu'ils partent d'abord et que ceux qui sont des patriotes, qui aiment ce pays, reviennent pour pouvoir faire redécoller, remettre le pays debout et repartir, voilà. Oui, non, mais on a touché le fond. Vous avez vu l'histoire de la signature hier sur le document qui a été paraphé à la fin du sommet de la CEMAC. Donc, on voit quasiment sur un document. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués au faux et tellement habitués à l'impunité qu'ils ne se rendent même pas compte quand il fait les choses que bon, il faut quand même bien les faire. Des gens qui imitent à Bah, ils le merveille la font signature du président grossièrement Biya maintenant, hein. dans la République du Cameroun, on en connaît. Certains ont fait de la prison pour ça. Pourquoi ne pas faire recours à eux quand ils veulent faire quand même des faux grossiers comme ce qu'on a pu voir hier. Donc on arrive à mettre n'importe quoi, n'importe quelle signature sur un document officiel. Comme quoi les cerveaux des Camerounais sont lobotomisés, donc ils vont voir ça, ils vont même pas s'en rendre compte. Bref, on est dans l'absurde. Merci Armel, merci à vous qui étiez Merci. là pour suivre cette communication. Bon, il faut la partager, hein, il faut la partager. Qu'on sorte les Camerounais de la distraction, hein, tous ces gens qui occupent les Camerounais avec les histoires de sang caleçon pendant que la maison commune est en train de brûler. Voilà, parlons utile désormais. Merci les amis, il va faire beau au Cameroun. Au revoir, à bientôt. À bientôt.